Esquirol, centre psychiatrique, carré de blocos encastrés. J'arrive. Deuxième étage, service Jackson. J'observe. Ce monde clos, psy et fou, allié et résistant, marche dans un ralenti visuellement explosif. Des murs aux couleurs fades, quelques tableaux, ce que j'en pense, de la merde en boîte encadrée. Oh pardon, ici culpabilité oblige, il y en a deux autres. Et quels deux autres? Le premier, Van Gogh. L'église Auvers-sur-Oise, 1890. Son parfum m'emporte et je contemple. Je marche sur le chemin du paradis, mais celui-ci se sépare en deux en contournant le lieu. Ah, interruption momentanée par une illumination désertée. Je veux mourir. Pas tout de suite, mais je veux mourir. Et, de toute façon, ai-je le choix? Non. Je m'égare. Je pensais simplement à mourir d'une extrême façon, la plus naturelle qu'elle puisse être, celle d'errer dans la savane vers la terre des lions. J'aimerais goûter au baiser de la mort. Mes lionnes, mes immortels amours de vos énergies sauvageonnes, accourez, moi, attentif, le cœur battant, mille jouissements fertiles, je vous regarde m'encercler d'une rampante discrétion. Un an je passe, paysage fatal, et l'ultime chasse a commencé. Des griffes dans ma jambe, d'autres dans le flanc, une gueule m'embrasse, les crocs du haut dans mes narines, ceux du bas me pénétrant la gorge. Sa mâchoire se rétracte, l'air me manque, mon regard plongé dans ses yeux de feu, et je brûle. Chair de sang, os de cendre, mon cœur enfumé dans les leurs. Extase, force tranquille, clairvoyance, j'ai libéré un homme, mon existence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant d'être jetés dans la fosse, veuillez excuser ce petit détour dans ce continent torturé qu'est l'Afrique. Où en étais-je? Ah oui, revenons dans notre sympathique prison de moutons galeux. Je vous parlais de son décor artistique. Et oui, s'il vous plaît. L'État est généreux pour ceux qui traitent de l'évasion spirituelle des déchets de sa société. Alors, merci. Merci à qui? Je ne le sais pas, mais un grand merci encore. Donc à part quelques tableaux trouvés je ne sais où, en tout cas pas chez moi, mais vous me direz, c'est le goût des autres, et l'enfer aussi, et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin bon, il y a quand même deux exceptions, et si j'ai bien compris ma leçon qui confirme une règle graduée d'absurdité, donc déjà, le Van Gogh dont j'ai tiré une assez raisonnable, je pense. Oui, je n'arrête pas à... Oh, une autre aussi. Merci mon Dieu, c'est un Kandinsky. Ce devait être un sacré farceur celui-là, parce que je n'ai pas vu grande trace de notre civilisation carcérale dans son abstraction de la réalité. Par-dessus tout, en guise de frustration, je ne peux vous donner le titre de son œuvre, car il n'était point prescrit au bas du tableau. Et tout ceci dans la cohérence de mon âme dérobée par la blancheur infinie des murs de la guérison. Eh ben, couillon, ce n'est que le début de mon épopée psychiatrique, et après avoir visualisé l'ambiance des couloirs, je fais ma première rencontre, un air de zombie. Oh, il frôle mon épaule, le regard vide, les lèvres desséchées, laissant une lenteur invisible derrière lui. Lors de ma toute première hospitalisation, j'ai vraiment jugé de ce que la psychiatrie fait vivre. Un milieu malsain, la violence sourde des diagnostics, la tristesse des lieux, le fait de devoir prendre des médocs à vie et la froideur militaire du corps médical. Mais j'ai pris goût aux gens qu'on appelle les fous, et même développé une certaine forme de passion pour la folie que j'ai recherchée par la suite chez des poètes. Les infirmières psy ont du bon tout de même. Certaines cherchent plus que d'autres à te reconnaître comme personne qui souffre et savent bien que vivre 24 heures sur 24 entre de tels murs n'est pas bon pour pouvoir revivre normalement quand on sort. J'étais donc critique les premières fois, mais plus j'en ai fait, plus je m'y suis fait, jusqu'à me poser la question concernant les psychiatres. Ai-je vu leur vrai visage? Enfin bon, à choisir l'hospitalisation comme refuge, la liberté en prend un coup, et lorsque je peux la reprendre, c'est sûr qu'elle n'est plus celle que j'aurais pu vivre sans tout ça.
Amnésie dissociative ou amnésie dite psychogène. Amnésie rétrograde apparaissant soudainement et causée en général par une expérience traumatisante ou un stress important. Elle se caractérise par des difficultés à évoquer des souvenirs personnels, souvent émotionnels. Merci Wikipédia. À peu de choses près, cette définition vient corroborer le diagnostic de ma psy. Cool. Moi qui commençais à jalouser mon frère, j'ai aussi ma pathologie. Si je résume, mon esprit s'amuse à congédier dans sa boîte noire tout événement qui pourrait m'être pénible. Il faut avouer que voir son frère rentrer un beau jour dans la peau d'un autre, ça déconcerte. Dans son entreprise de démolition, ce petit salopard a même réussi à faire naître un peu d'empathie chez moi. Jusqu'alors, j'ignorais tout de ce sentiment. Je garde encore en mémoire des flashs de ces nuits de terreur où je me réveille en larmes dans les bras de ma copine, évacuant péniblement des « pourquoi lui et pas moi ?» On n'a pas toujours été les frangins les plus fusionnels de la Terre. Il n'en reste pas moins que Thibaut continuera d'être ce mini-moi que j'ai adoré cramponner d'amour dans les couloirs de la maternelle, quand lui et sa petite section nous passaient devant à l'heure de la récréation. Celui à qui j'ai montré comment s'asseoir sur le pot, lu des tom-toms et nana, soigner des bobos à coups de bisous magiques. À quel moment j'ai manqué de vigilance? Évidemment que je me sens capable. Je suis le grand frère que je ne souhaite à personne. Ma culpabilité aurait largement pu suffire à combler mon amnésie. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, un peu moins de 2 années après le départ de ma famille dans le sud, ma copine m'annonce que mes parents se séparent. Pour me préserver du choc, ma mère a jugé préférable de la désigner comme messagère. Merci maman, mais ne t'inquiète pas, je suis blindée, j'ai mon bouclier amnésique avec moi. Mon cul, c'est tout un monde qui s'écroule. Qu'est-ce que tu fous, amnésie? Ce n'est pas de ce genre de carnage que tu es censé me protéger? Il n'y aurait pas comme un problème d'étanchéité quelque part? Parce que je peux encore sentir le sol se dérober sous mes pieds. J'ai ma dose, et le plus important, je m'inquiète pour Thibaut. Je réunis donc les parents à une même table, pour leur faire prendre conscience de la nécessité de garder un semblant de cocon autour de leur fils. Ne pas faire exploser notre constellation au risque qu'il dévie toujours plus loin de son orbite. Je ne pense pas qu'il l'ignore, mais voilà, à ce moment précis, il se déchire trop bien pour l'entendre. Et assister à la déchirure de ses parents, c'est se retrouver écartelé entre 2 vies devenues irréconciliables, impossibles à raisonner. À l'annonce de la séparation, ô joie, s'ajoute celle d'un demi-frère déjà en route. Merci papa, avec ça tu ne nous laisses aucun retour possible. Le plus troublant, quand vos parents se quittent, ce ne sont pas les traditionnelles phrases du type « on vous a toujours désiré », c'est pas parce qu'il y a plus d'amour entre nous qu'on n'en a plus pour vous. Ça, c'est ce qu'ils nous servent pour se rassurer eux. Non, le plus troublant, ce sont les révélations qui viennent avec le processus de deuil, accompagnant la rupture. Combien de confidences d'adultère impudiques? Mieux vaut être en paix avec Oedipe. Et puis, il y a ces scènes auxquelles on n'a pas envie d'assister. Ma mère draguant un garçon de café qui doit avoir mon âge, en lui proposant de venir prendre une douche chez elle après le service. Maman, tu te détends? Et toi, mon pote, tu niqueras la mère de personne. Retourne faire tes frappés. Vous avez tous pété un plomb, ma parole. Jusque-là, ma mère et mon père n'allaient pas l'un sans l'autre. Soudain, derrière leur figure tutélaire, se révèlent 2 libidos qui débordent outrageusement, sans compter le frangin magique capable de se dédoubler. Attendez, laissez-moi reformuler tout ça plus calmement. Je ne reconnais plus mon frère et je suis le fruit de 2 inconnus. Puisque mon environnement semble s'être décidé à ne m'offrir que de la merde en barquette, mieux vaut entrer en hibernation. Je reprends le train pour Caen. Mon quotidien sera le suivant. Chercher ma bouffe, trouver du shit, me défoncer, dormir et ainsi de suite. Lassés, quelques potes jetteront l'éponge. Par chance, d'autres resteront fidèles au poste. Quant à ma copine, la messagère de l'impossible, épuisée de me porter à bout de bras et ne voyant venir ni rémission pour moi, ni perspective d'avenir pour nous, elle finira par foutre le camp en Angleterre. Suffisamment loin pour que je ne vienne pas lui faire le coup du chantage au suicide ou simplement lui gratter un joint. La boucle est bouclée. Quand on se sent oublié par les siens, on réussit à s'oublier soi-même. C'est aussi simple que ça. Amnésie dissociative, tel était mon état, alors profondément végétatif. Contrairement à Thibaut, qui lui ne tenait toujours pas en place.
organisé dans le cadre du festival Hors Limite, festival de littérature de Seine-Saint-Denis, et qui se déroule à la médiathèque Georges Brassens de Drancy. Vous venez d'écouter les élèves du Conservatoire de Drancy, que nous remercions pour leur prestation. Yann au clavier, Jules à la batterie et Zia qui nous a lu des extraits du livre Ensemble, on aboie en silence, écrit par Gringe, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Gringe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la médiathèque Georges Brassens de Drancy. Comment allez-vous ? Très bien, merci de me recevoir. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour ce live. Alors, pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les lirons en fin de rencontre. Gringe, je vous présente en quelques mots. Vous êtes rappeur, auteur et acteur. On vous connaît notamment pour vos collaborations avec Orelsan et le duo des Casseurs Flotteurs, donc en musique, mais aussi à l'écran, avec le film sorti en 2015, il me semble, Comment c'est loin. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ça. Et la série Bloquée sur Canal+. En solo, vous avez sorti votre premier album en 2018, Enfant Lune, chez Vagram Music, et vous avez tourné dans plusieurs films, comme notamment Damien veut changer le monde, où vous partagez l'affiche avec Franck Gastambide. Il a été en partie tourné à Drancy, d'ailleurs, à la mairie de Drancy. Vous avez tourné également dans le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon, qui a eu le César de la meilleure adaptation, ou encore dans Carbone avec Olivier Marchal. Donc aujourd'hui, on vous reçoit pour votre premier livre, Ensemble, on aboie en silence, paru en septembre dernier chez HarperCollins. Donc le thème de votre livre, c'est votre frère, Thibaut, votre petit frère, qui a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 19 ans, c'est ça. Vous avez créé un morceau dans votre album sur le même thème, sur votre frère. Vous en avez tourné un clip avec l'acteur Rod Parado. Nous allons d'ailleurs en voir un extrait. Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler. On a poussé au cœur du magma. Tous les moyens étaient bons pour gruger. Et maman qui jouait le rôle de papa montre aucun signe de faiblesse soit précoce. L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche. C'est donnant, donnant, violent, violent. Je sais c'est dur, accroche-toi de toutes tes forces. Ici c'est gagner le respect sans dire merci. Baiser les règles et faire jouir cette vie. Quand violence fait loi, le climat se dérègle. Là où l'aveugle est roi, le témoin est bègue. Donc voilà, vous venez de voir un extrait du clip Scanner, qui fait partie de l'album Enfant Lune. Donc ma première question, Gringe, elle va être un peu double. Pourquoi avoir eu envie d'écrire aussi un livre ? Et quelles ont été les différences entre les deux démarches, entre l'écriture de texte pour la musique et pour le livre ? Alors l'envie, à l'origine, c'est pas moi, c'est pas mon envie. Je pense avoir un peu fait le tour moi des questions personnelles sur mon album, à travers les morceaux Scanner et Pièces détachées notamment. Et HarperCollins et Vagram Livre, qui sont deux maisons d'édition, qui sont venus me chercher, en fait, qui m'ont proposé une carte blanche d'écriture. Et je finissais ma tournée, moi. Je suis parti défendre mon album sur scène près de 8 mois, et au terme desquels on me propose ce projet. J'avais plus rien. Attaquer un projet d'écriture littéraire, ça m'était pas forcément venu à l'esprit. Et voilà, et je trouvais à la fois le challenge ambitieux et je m'étais dit certainement qu'un bouquin offre un espace d'expression beaucoup plus vaste et plus large pour aborder ce sujet-là, qui est la schizophrénie de mon petit frère. Sur un morceau, le cadre est beaucoup plus restreint et me limite. Un bouquin offre un champ des possibles beaucoup plus large, quoi. Donc, ouais, c'est cette idée-là qui m'a emballé. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans ce projet avec mon petit frère. D'accord. Oui, parce que du coup, on rappelle que Thibaut a participé au livre. Il y a des passages dans le livre qui sont écrits par lui. Ouais. Comment il a accueilli le projet du livre ? Est-ce que ça a été facile de le convaincre ou Non, il a fallu que je le séduise, que je l'amadoue, et parfois même que je le dupe. Parce qu'il n'avait aucune envie de se... Je pense que déjà il avait aucune envie que moi je focalise mon attention sur lui et que je mette le zoom sur lui et tous ses secrets, parce que sa schizophrénie c'est quelque chose que lui vit de manière hyper intime et
est très secrète finalement. On n'en sait pas grand-chose, il en dit peu depuis 15 ans. Donc il a fallu qu'il accepte à la fois l'idée que moi je le questionne un peu, que je le travaille un peu au corps pour obtenir les informations nécessaires à l'écriture du livre, et aussi qu'il accepte que des gens nous lisent. Et ça, c'était pour lui, c'était une intrusion au début qui était pas possible, quoi. Une intrusion dans son intimité. Donc c'était un non, un refus catégorique au départ, refus catégorique de s'embarquer avec moi. Et puis je lui ai expliqué, enfin je sais pas, on a eu de longues discussions. Je pense qu'il a fini aussi par céder parce que je lui ai envoyé mes premiers fragments. C'est un livre que j'ai écrit par fragments. Je trouvais ça plus digeste et ça m'amusait aussi de casser la narration pour essayer de reproduire un peu ce que je m'imaginais, ce que je m'imaginais être la schizophrénie, quelque chose d'hyper fragmenté. Et donc je lui ai filé à lire des fragments corrigés, les premiers, et je crois que ça l'a rassuré, quoi. Évidemment, je lui ai donné à lire ceux qui étaient le plus éloignés de lui. C'est là où je l'ai dupé, quoi, un petit peu. Mais je savais que si il acceptait de s'embarquer avec moi, et que s'il acceptait même d'écrire et de me filer quelques-uns de ses écrits, parce qu'il y avait des trucs... je ne sais pas comment s'appelle la demoiselle qui a lu Thibaut, Dia. Félicitations, parce que c'est pas facile à lire, je pense. Le premier extrait que tu lis, celui de mon frère à l'hôpital psychiatrique, sa première rencontre avec la psychiatrie. Et ça, c'est les textes sur lesquels je tombe par hasard, et je trouve ça merveilleux, quoi. Mais au début, il faut un peu batailler pour les obtenir. Et aujourd'hui, il est très content. Du coup, c'est ce que j'allais vous demander. Il l'a lu aujourd'hui, le résultat final. Ouais. Comment il a reçu du coup l'objet final Plutôt positivement. Moi, j'avais peur que le coup près tombe et qu'ils me disent tu t'es bien foutu de ma gueule et voilà, on t'entendra plus parler de moi pendant un moment. J'avais peur de ça. J'avais peur d'être allé trop loin. Il fallait que je trouve en permanence que je déplace le curseur au bon endroit pour à la fois le préserver, respecter sa volonté de pudeur. En même temps, il fallait que j'aborde des sujets graves comme la sismothérapie, qui sont les électrochocs, et que j'explique, moi, de mon point de vue, de mon regard de grand frère et d'aidant, j'aime pas dire ça, mais de personne l'accompagnant, que j'explique mon point de vue sur ce que j'imagine être sa schizophrénie, parce qu'il n'y a pas deux schizophrénies qui se ressemblent. Voilà, ça a été un jeu d'équilibre permanent, quoi. Vous racontez dans votre livre à quel point l'annonce de la maladie de Thibaut vous a impacté en tant que grand frère. D'ailleurs, Zia en parle dans l'extrait, le deuxième extrait qu'elle a lu. Au-delà du sentiment de culpabilité, vous avez dit avoir développé un syndrome du survivant. Comment est-ce qu'il s'est manifesté chez vous ? C'est quelque chose de commun, je pense, dans un binôme. Quand quelqu'un est touché, frappé par un événement grave, et moi je suis spectateur, en l'occurrence Thibaut, et que moi je suis spectateur de ça, c'est quelque chose qui m'est insupportable, à la fois parce que c'est mon petit frère, et puis parce que je trouve que c'est d'une telle injustice, que c'est justifié par absolument rien. Une schizophrénie, c'est vraiment une maladie génétique, quoi, principalement, donc ça frappe au hasard. Donc il y a un truc qui m'est insupportable de toute façon, de voir mon petit frère gâcher ses potentiels de vie et souffrir, de toute façon, souffrir, quoi, à commencer par là. Donc il y a un truc, moi, ça survient un petit peu en même temps que mes premiers projets de musique avec Orelsan. Et moi, je me mets à vivre des trucs un peu fantastiques. Et à l'inverse, je vois mon frangin morfler et gâcher ses potentiels, quoi. Donc je me sabote par endroits et par moments. Voilà, je me sabote en interview, je raconte un peu n'importe quoi, je monte sur scène parfois un petit peu défoncé, je me trouve des espèces de subterfuges pour me fuir un peu cette réalité dure, quoi, hein. Les drogues douces. Je bats en retraite, je me mets à vivre à l'hôtel avec mes premières avances de la musique, je rentre plus chez moi, je fous un peu en l'air ma relation amoureuse de l'époque. Enfin, c'est compliqué de jouir de tout ce qui m'arrive de bon à ce moment-là, et puis de voir en plus l'émulation que ça crée au sein de ma famille, de mes proches, et de voir mon frangin à côté lésé par tout ça, quoi. Voilà. Syndrome du survivant, c'est se saboter, quoi. Alors on dit souvent que la
la création, l'art, d'une manière générale, peut régler des choses du privé, de l'intime. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que ça vous a aidé justement à traverser ces sentiments de culpabilité? Je pensais que l'album servirait à ça, ouais, à coller des pansements à des endroits. L'album Enfant Lune, mais pas du tout. Je vais le dire très vulgairement, mais c'est un exercice, l'album, qui m'a juste permis de touiller la merde, quoi, de raviver des souvenirs douloureux, de pas forcément les traiter en profondeur, juste de les faire réémerger en surface. Là où le livre, oui, le livre m'a réparé, je pense. Pareil à des endroits. Et idem pour mon frère, en fait. Ça nous a permis de lever le voile sur quelque chose qui était tabou déjà chez nous, dans la famille, que Thibaut vivait aussi comme une maladie taboue au regard des gens. Et là, je parle au sens large. Depuis, je suis hyper attentif à ce qui se dit, au discours qu'accompagnent les maladies mentales, qui sont des discours faux, qui sont des discours stigmatisants. Thibaut, il a subi ça il subit ça depuis 20 ans bientôt. Donc oui, ce bouquin m'a permis de rétablir, grâce à l'aide de mon frère, quelques vérités sur la manière dont on subit une maladie mentale et sur qui on est, sur l'humain qui se cache derrière l'image de la figure de monstre qu'on crée, que la société crée, du fait de se retrouver en marge, avec des maladies pas traitées. On traite les symptômes, mais ne sont pas traités en profondeur, parce qu'on connaît mal encore ces pathologies, on ne sait pas comment les aborder. Et puis c'est des choses qui sont diluées dans la culture populaire, dans les films, les schizophrènes, on les associe à des gens qui se dédoublent, ou à des psychopathes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui empêchent à la fois la rémission et qui empêchent à ces gens de vivre, de subir ces pathologies avec un minimum de dignité. Et voilà. Ce bouquin, il les servira à ça principalement, quoi. D'abord. Alors, sur ces questions de l'art qui nous aide dans la vie, je voulais revenir sur le parcours de Yann, qui a interprété un morceau tout à l'heure, qui est non seulement élève au conservatoire, mais également en formation de musicothérapeute. Yann, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste la musicothérapie et parler de ton expérience? Alors, résumer la musicothérapie. Alors déjà, musicothérapie, c'est thérapie, déjà. On est sur une thérapie. Et on se sert en gros de la musique comme média pour faire lien avec la personne. Ça va servir aussi pour une émergence, en fait, d'une problématique, une hypothèse ou quoi, mais surtout pour faire perdurer ce lien avec la personne. En général, alors moi je travaille un peu plus dans l'autisme que la schizophrénie. Je l'ai surtout vu en cours et puis mes collègues qui m'en parlent. Mais ce qu'on peut y voir, c'est que quand on est atteint de schizophrénie, on est souvent un peu seul dans son monde. On a un peu du mal à communiquer avec les autres, à essayer d'établir un lien. On perd souvent la réalité. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et dans l'autisme, c'est aussi un petit peu ça. C'est que ils sont un peu seuls avec eux-mêmes et établir un lien, c'est tout de suite très compliqué. Du coup, là, moi, ce que je fais en tout cas en ce moment, c'est qu'on va beaucoup utiliser la musique pour les intéresser, parce qu'ils sont très intéressés par tout ce qui est musical et puis même tout ce qui touche au sensoriel. Et par exemple, je vais utiliser le piano, je vais jouer au piano, il ne va pas comprendre que c'est moi qui joue. Il va se dire, il y a un piano, il y a un truc, ça joue. Et il va venir s'intéresser, et puis je vais arrêter de jouer, il va s'interroger, puis je recommence, et il comprend petit à petit que c'est moi qui joue. Et il y a un lien, il y a une connexion qui se fait entre nous trois. Enfin, entre nous deux, oui, entre nous trois aussi, avec la musique et lui. Donc voilà, c'est une formation sur 2 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus si vous avez des questions, surtout. C'est assez stressant. Mais tu disais ouais. que en fait c'est des thérapies un peu au long cours. Enfin, c'est pas forcément. Oui, c'est ça. Oui. C'est forcément sur le long terme. Ouais. Et donc là, ce que je viens de décrire, ce serait plus la musicothérapie active, où on joue avec des instruments. Mais sinon, il y a la musicothérapie réceptive, où
par exemple, je vais lui faire écouter certains morceaux ou jouer certains morceaux, comme là, la composition qu'on vous a jouée avec Jules, où j'ai voulu plus orienter donc déjà sur 2 gammes. On change complètement de gamme pour vraiment voir une différence entre un avant et un après. Il y a une cassure, il y a quelque chose vraiment d'isolation assez fort. Et aussi Clément, notre prof de batterie, a voulu nous mettre ensemble parce que batterie, piano, dualité, on est comme peut-être vous deux, entre frères, tu vois, qui partageaient, qui allons dans un même sens, qui allaient dans un même sens, mais qui est complètement différent aussi sur plein de points. Et il arrive qu'il y ait des moments où le piano perd pied, il y a un moment donné où il n'y a plus de rythme, plus de pulsation. Et voilà, c'est un petit peu ce que ton livre m'a fait penser en tout cas. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu. Déjà tout à l'heure, on peut le dire en off, en se rencontrant tout à l'heure. Ouais, je suis hyper touché que toi et Jules ayez composé, mais ça on garde pour la fin de ce live. Ouais, je suis ravi et j'en savais peu sur la musicothérapie. Je connaissais l'existence de cette méthode, mais c'est hyper intéressant d'en savoir un peu plus. On apprend un peu plus, ouais. Merci Yann. Gringe, du coup, Zia a lu un passage tout à l'heure où Thibaut décrit un peu un de ses passages à l'hôpital psychiatrique. Il y a des passages très, très difficiles. On voulait savoir comment il va aujourd'hui, comment va votre relation à tous les deux aussi. Ouais, on avait déjà une relation très forte, je veux dire, avant le bouquin et avant tout ça, mais évidemment, si je suis rentré dans ce processus d'écriture un peu naïvement, en me disant ce sera un moyen de tuer le temps comme un autre, de se faire un billet, d'impliquer mon frère, que lui aussi bosse pour un salaire, et je trouvais ça valorisant, et pour la petite histoire, je trouvais ça chouette qu'on produise quelque chose tous les deux, quoi. Chemin faisant, j'ai appris à en savoir plus en fait sur ça. Cette autre réalité qu'est la sienne, quoi. Parce qu'il fait vraiment pendant de longues années, il a fait le pendant entre une réalité qui est la nôtre, qui est une réalité, on va dire, la plus répandue, et puis la sienne, celle qui s'était construite, son imaginaire hyper espèce de cette réalité parallèle, quoi, dans laquelle il se réfugiait, et dans laquelle il pouvait vivre sa schizophrénie et ses symptômes pleinement, et à l'abri des regards indiscrets, quoi. Donc j'ai appris à en savoir plus, et évidemment, je le trouvais déjà fascinant. Mais là, j'ai compris aussi la difficulté que c'était de vivre et de traîner 15 ans de schizophrénie derrière lui. Donc j'ai appris le mot résilience, et je le trouve hyper résilient, et j'ai compris à quel point il était courageux, quoi. Et j'ai compris aussi pourquoi ça avait été compliqué de l'impliquer avec moi sur ce projet, avec à quel point il s'était fait violence, je pense par amour, par loyauté pour moi, quoi. Sinon il ne l'aurait jamais fait. Mais ce qui est chouette aujourd'hui, et j'en reviens à la question d'avant, c'est aujourd'hui ça lui fait du bien. Parce que le voile est levé sur c'est moins quelque chose de tabou. Et je pense qu'à travers ses témoignages et sa participation, sans faire de lui un haut-parleur ou un étendard, il y a des gens qui se sentent moins seuls, qui vivent ces réalités-là aussi, qui sont frappés de près ou de loin par la schizophrénie, qui ils me remercient vachement, Thibaut, quoi. J'ai reçu énormément de messages les 6 premiers mois après la sortie du bouquin, où les gens me disaient des lettres manuscrites ou des mails qui étaient destinés à Thibaut, et que je lui remontais pour le féliciter et le remercier. Donc j'ai un petit frère magnifique, quoi, et ce bouquin me l'a confirmé, ouais. Effectivement, c'est un très bel hommage d'un grand frère pour son petit frère, ce récit. Je voulais savoir, en tant que maman, je me demandais, est-ce que votre mère a lu le livre et comment elle l'a reçu, surtout, voir l'aîné parler du plus jeune. Il y a eu un double effet. Le premier, c'est que j'ai failli me manger une petite baffe au réveil un matin. J'étais avec un pote chez elle dans le sud, et on allait tourner justement le petit teasing du livre avec mon pote Réal, que j'ai mis sur YouTube, sur Instagram. Et ma mère
je pense, avait commencé à le bouquiner la veille et s'est réveillé en me disant mais c'est quoi cette histoire de serveur que j'ai essayé de pécho qui aurait été à ton âge. Et je lui dis c'est ce qui s'est passé. Moi j'étais quand même j'étais là, j'étais spectateur de ça malheureusement. Il fait, non mais t'en rajoutes, c'est pas ce qui s'est passé. Mais ça c'était le discours en façade, je pense, parce que elle était hyper remuée, embarrassée par cette lecture. Et elle a fondu en larmes, donc c'est le deuxième effet qui vient derrière. Après qu'on en ait ri, quoi, elle me dit merci pour ça, et à vous deux, parce que ça m'offre à comprendre en ma qualité de maman ce à quoi on a rarement accès en tant que parent, quoi. C'est-à-dire cette intimité à l'extérieur de la maison, et cette intimité aussi dans vos chambres et dans vos têtes. Merci pour ça, pour cet outil de compréhension et cette lecture sur vos devis. Mais c'est quelque chose qui fait du bien, je pense, à la famille en règle générale, quoi. Dès lors que ça part d'un effort de la fois de sincérité et d'une envie de réparer des choses. Je pense que ça lui a fait du bien aussi, quoi. C'est vrai que dans le livre, il y a des passages très touchants, très drôles, mais très touchants sur votre enfance à tous les deux. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je me posais la question de savoir, voilà, à travers vos yeux à vous, en fait, comment elle avait vu ça. Il me semble qu'il est question d'une adaptation au cinéma du livre ou ouais, alors pas vraiment. C'est dans les tuyaux, mais ça prend énormément de temps et on ne sait pas trop. On parle d'une adaptation en fiction ou d'un documentaire santé, et peut-être même des deux. Mais j'ai toujours autant de mal à confier, surtout sur un projet aussi personnel, à le confier à quelqu'un. Et donc c'est des discussions, c'est des rencontres avec des réalisateurs, des réalisatrices. Mais c'est important, en fait, cette graine qu'on a plantée avec ce livre. C'est important de continuer de l'arroser, de la faire fleurir différemment. Et j'ai compris, moi, dans le prolongement de ce que je fais artistiquement, là on parle même plus d'artistique, en fait, j'ai besoin de m'engager dans auprès des gens qui souffrent. Par extension, il y a évidemment mon petit frère, mais par extension, il y a tellement de gens touchés par cette pathologie et les pathologies mentales en règle générale. Si moi, ça peut ma petite, toute petite, vraiment, je dis modestement, ma petite notoriété et popularité peut permettre de mettre en lumière ces choses-là, ça donne du sens à ce que je fais, c'est nourrissant, c'est moteur à fond, quoi. Donc on va tout faire pour faire naître un documentaire et on réfléchit maintenant sur la forme, sur ce qu'on veut dire, comment on veut aborder ces sujets-là. Mais c'est important de le faire, ouais. Très bien. Donc entre le cinéma, la musique, l'écriture, est-ce que vous avez des projets à venir ? Est-ce que vous voulez favoriser une discipline plutôt qu'une autre ? Parce que du coup, vous êtes... Non, je suis quelqu'un de dispersé. Du coup, et d'en plus très peu pragmatique. Ça veut dire que je ne sais pas prévoir. Et pour moi, les prochains objectifs sont ceux-là, quoi. C'est l'adaptation du livre. Et c'est... l'écriture d'un deuxième. Je dis ça parce que j'ai une de mes éditrices qui est là et je pense que je peux casser le contrat à tout moment si je le place pas dans la discussion. Non, mais évidemment que ça me motive à écrire. Alors ce sera différent, ce sera peut-être plus littéraire et moins perso, j'en sais rien. C'est peut-être encore de la musique. C'est vraiment fluctuant, c'est en fonction de comment m'arrive la vie, comment j'aborde ma réalité et comment voilà, qu'est-ce que je souhaite transcender par l'art, quoi. Et le cinéma, en ce moment j'ai la chance de tourner dans une mini-série pour Canal et donc je regoute au jeu. C'est hyper déphasant, c'est aussi hyper stimulant. Il y aura, j'espère, toujours un peu tout ça. Justement, vous parlez du style littéraire éventuellement pour un deuxième livre. Dans celui-ci, c'est un style un peu parlé, on va dire, une écriture assez directe. Ouais, très orale. Il y a certains passages où justement, on ne sait plus trop si c'est vous, votre frère qui parle, si c'est Thibaut. Ouais. Est-ce que c'était souhaité ? Ouais.
Ouais, c'était complètement volontaire de ma part et Thibaut était OK avec ça. Je m'étais dit, imagine, on mélange tes voix à toi, au pluriel, la mienne, et puis en vérité, on a tous des voix plurielles, tous et toutes des voix plurielles. Mais je disais, si on mélange déjà nos deux voix, plus celles que t'entends, plus on s'amuse à pas expliquer qui dit quoi, à quel moment, et à mélanger à la fois mes prises de parole au présent et tes textes écrits, tes textes datés d'il y a 15 ans. On construit un espèce de labyrinthe narratif dans lequel on va paumer le lecteur. Et voilà, et ce sera à lui de gérer avec cet aspect schizophrénique, cette lecture un peu schizophrénique. Je la voulais comme ça, hyper organique et confondante, quoi. Qui parle, qui dit quoi. C'était peut-être une manière aussi, moi, de me permettre de comprendre ce qui pourrait se passer dans la tête de mon frère. Et puis de donner à voir aux gens ce que peut être une schizophrénie ou ce que peut être quelque chose une vision brouillée ou multiple, multidimensionnelle. C'est ça que vous voudriez qu'on retienne du livre, en fait. Ouais, c'est une petite pirouette. Ouais, celle-là, elle m'amusait beaucoup. C'est une pirouette, quoi. C'est une pirouette. Non, ce que je veux qu'on retienne du bouquin, en vérité, c'est j'insiste là-dessus, quoi. C'est un livre qui doit servir à la déstigmatisation de cette pathologie d'abord, parce que c'est celle que je connais, et puis des pathologies mentales en règle générale. Très bien. Alors, du coup, nous allons peut-être passer aux questions éventuellement des spectateurs. Alors, il y a un petit décalage temporel, donc les questions vont peut-être arriver un petit peu après, mais il y en a une. Avez-vous des dates de signature ou de rencontres prévues prochainement ? Alors, on a déjà fait beaucoup de rencontres en librairie. J'ai participé à quelques salons, ceux qui ont été maintenus pendant la pandémie. Mais c'est sur ces 6 derniers mois, on a fait énormément de rencontres. Donc là, pour l'instant, et je les ai pas en tête. Je sais qu'il y en a qui vont, qui arriveront cet été, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant. Il y a des salons. Peut-être quelques librairies encore, mais ça c'est des choses que je relais sur mon seul réseau, moi c'est Instagram. Généralement j'annonce là-dessus, quoi. Donc je dirai s'il y a des dates de prévues. À bon entendeur. Et justement, est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs qui sont concernés par de près, de personnes schizophrènes, de gens, d'aides-soignants, de médecins psychiatres. Franchement, j'ai reçu tout un tas de gens même qui ignoraient tout de la schizophrénie, de gens qui de gens qui ignorent tout de la fratrie, qui sont des filles, c'est des filles uniques, qui me disaient putain, c'est un livre qui me donne envie d'avoir un frère ou une sœur. Moi, j'ai reçu de tout, mais concernant la schizophrénie, c'est ce qui m'a la vraie récompense, c'est les discours qu'on m'a tenus autour de ça, en me disant de gens qui travaillent dans le milieu médical, qui me disaient c'est presque un outil pédagogique par moment. C'est bien aussi, ça nous permet nous de comprendre à quel point il est important de remettre l'humain au milieu de tout ça. Parce que c'est compliqué pour je pense aux aides-soignants par exemple, ou aux chefs de service. C'est des gens qui sont peu ou mal formés, c'est des gens qui ont filé très peu de moyens aussi pour se former. Donc moi j'ai vu mon frère évoluer tout au long de son parcours psychiatrique, aller d'institut en institut et d'être parfois complètement à poil, livré à lui-même. Et voilà, et nous devoir chercher des réponses et l'accompagner dans cette espèce de trucs hyper opaques, et puis parfois tomber sur des gens des psychiatres notamment, hyper impliqués, et qui le considéraient vraiment. C'est ça qui est dur en fait, je pense, pour quelqu'un qui a déjà du mal à comprendre sa réalité intérieure, quelqu'un de schizophrène, et qui a du mal à en parler. Établir un lien, c'est ce que tu disais avec la musicothérapie, c'est établir un lien de confiance, c'est un des fondamentaux, je pense. Établir d'abord un lien de confiance entre le médecin ou l'aide-soignant et la personne malade. Et puis, c'est du cas par cas en plus. Et après, les traitements, c'est malheureusement des traitements qui tassent les symptômes et qui éprouvent beaucoup moralement, physiquement, ces gens qui souffrent, quoi. Mais beaucoup de retours à la fois rassurants.
Mais j'avais peur, moi, je voulais absolument pas livrer comment dire, me positionner en qualité d'expert sur la schizophrénie. Je suis juste le grand frère de son petit frangin malade, quoi, et qui dit ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Mais je voulais pas je voulais pas faire un bouquin qui soit médical, et je voulais pas non plus balancer de grandes vérités fausses, quoi. Donc hyper rassuré, ouais, et des retours positifs de gens qui connaissent bien la maladie. Et je me posais la question, en fait, c'est un livre très intime, mais est-ce que vous avez pensé à des références littéraires, enfin, des choses que vous avez lues Oui, bien sûr. Vues, et puis c'est aussi sur 4-5 mois d'écriture quotidienne, c'est aussi des choses... j'ai plusieurs éditrices, à la fois chez Wagram Livre et chez HarperCollins. Et mon éditrice attitrée, Marie-Eugène, qui m'a accompagné et qui me corrigeait en fait mes écrits au quotidien, me filait des conseils de lecture. Quand elle voyait où j'avais envie d'aller... Donc là, j'ai pas. Ça, c'est le truc terrible en plus, c'est de name dropper des trucs quand on nous le demande, c'est qu'il n'y a rien qui va me venir là. Mais moi, en tout cas, je sais, et je pense que c'est pareil pour mon frère, on a des références communes. Bukowski, par exemple. C'est d'ailleurs un auteur que mon frère m'a fait découvrir il y a des années. Et tout à l'heure, on parlait de conserver une espèce d'écriture très orale et très imagée qui est propre au rap aussi. C'est ce que je voulais, et c'est ce qu'on aime avec Thibaut. C'est essayer de retranscrire une espèce d'urgence ou de propulser la personne qui lit dans un décor, lui fabriquer tout un décor déjà, une écriture très imagée, quoi. Très rythmée, ouais. Très rythmée. Donc il y a Bukowski, il y a John Fante, il y a il y en a d'autres, mais c'est terrible, ça c'est des trucs. Mais bon, Bukowski, ça reste une vraie référence commune. Et est-ce que Thibaut a encore envie d'écrire C'est délicat parce que chaque fois qu'il écrit, il marche sur une fine ligne parce que c'est tout de suite refaire corps avec ses symptômes, c'est les réembrasser et du coup se mettre en fusion avec peut-être les voix qu'il entend peut-être toujours, ses hallucinations auditives, ces fameuses. Donc il est toujours... il est toujours dans le compromis, quoi. Il écrit par à coup, mais il en fait pas trop non plus parce qu'il a peur. Je pense qu'il flippe de rebasculer dans un épisode qui pourrait être un épisode pour basculer en crise mais il a très envie d'écrire et il a des choses de côté, il a archivé. Et moi, je lui dis un truc qui serait cool de faire, c'est ressortir. Je sais pas, les textes que tu préfères, faire un peu le tri dans tout ça, parce qu'il écrit vachement de prose et de poèmes, et peut-être de fabriquer un manuscrit autour de ça et de le donner à lire à nos éditeurs, à nos éditrices, et voir. J'adorerais ça. Lui est moins convaincu par cette idée. Enfin, c'est toujours compliqué, c'est toujours de la négociation et le rassurer. Mais il en a aussi envie, quoi. Donc. Et la musique entre vous, ou lui, son non, lui rapport pas à la du musique. tout. Non, il est simple auditeur. Ouais, Thibaut, il écrit, il fait de la photo, beaucoup. Et il est beaucoup. Il y a des photos d'ailleurs dans le livre c'est qui ses sont photos. faites par lui. Ouais, bien sûr, c'est des photos de Thibaut annotées par ses soins. Non, je pense qu'il a des talents de photographe, il a des réelles qualités d'auteur, moi je trouve, même si c'est complètement allumé. Et voilà ce que je peux dire. J'ai une demande d'un nouveau une prestation artistique musicale entre le Gringe et les élèves du conservatoire. Donc, Eh bien, figurez-vous. Non, on va commencer par remercier les spectateurs pour leurs questions, d'avoir suivi ce live aussi aujourd'hui, mais aussi les visioconférences et toutes les autres rencontres qui ont eu lieu dans le cadre du festival Hors Limite ces derniers jours. On va se quitter en musique avec le morceau Ensemble on aboie en silence, donc interprété en live par Gringe, qui sera accompagné de Yann et Jules. Avant ça, je laisse la parole à Sébastien, donc co-organisateur du festival Hors Limite.
Donc il faut savoir que c'est la dernière rencontre du festival aujourd'hui. Donc je te laisse la parole et ensuite on finira en musique. Oui, c'est quelques remerciements avant de se quitter, parce que voilà, le festival touche à sa fin. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Merci à l'ensemble des bibliothèques et médiathèques de Seine-Saint-Denis d'avoir accepté de nous suivre dans cette aventure particulière d'un festival 100% en ligne. Merci pour votre engagement à promouvoir la littérature en bibliothèque et à votre inventivité à imaginer de nouveaux formats pour l'apporter au plus près de vos publics, impliquant les usagers dans des projets de podcasts, de vidéos, de lecture à voix haute, d'animation de rencontres. Merci d'avoir fait en sorte qu'Hors Limite reste Hors Limite, c'est-à-dire le festival littéraire des bibliothèques de Seine-Saint-Denis, quelles que soient les circonstances, et merci d'avoir tenu la distance dans tous les sens du terme. Merci également aux structures partenaires, les ateliers Médicis, la Basilique Cathédrale, le Centre culturel Franco-Berbère, le Mémorial de la Shoah, le Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, la Bibliothèque Marguerite Duras de Paris 20e, les conservatoires municipaux de Rosny-sous-Bois et de Drancy, dont vous avez pu voir une partie de l'effectif ce soir, les librairies de Beau Lendemain à Bagnolet et Folie d'encre Lila, où le festival a eu lieu. Merci à nos partenaires financiers, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le CNL, la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France, la SOFIA, grâce à qui le festival peut avoir lieu. Et surtout, merci à vous, public d'Hors Limite et usagers des bibliothèques, qui donnez lieu d'être au festival. Merci enfin à Gringe d'avoir accepté de le clôturer et à qui je laisse la place et la parole. Voilà, merci. Merci. Alors, on va vous laisser vous installer. Et on va vous remercier aussi, Gringe, d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Allez-y. Bon, freestyle, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Les gars, je compte sur vous. Jules, Yann, c'est bon, tu t'es remis le son en tête. Une prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel. Full feu à une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber. Ce soir la nuit est belle. Hey. Gratter un tour gratuit, rester des sales mômes toute la vie. Juste une autre façon de la voir, parle pas de mauvaise éducation. C'était pas quart sur nos parties de foot la nuit. Tard le soir sur le pavé, on se repère au bruit du ballon. Défile le daron, l'ambiance est paramilitaire. Puis on effrite le marron, ça sent la paraffine cet hiver. Je me noie dans mes larmes, que je mords le fruit du démon. C'est encore toi mon frère qui me ramasse à la petite cuillère. On se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge. Et si les faux nos taxes de faux, dis-moi au fond qu'est-ce qu'ils en savent. Ceux qui t'a mis en cage, je vais lui faire vivre un enfer. Je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant les œuvres immenses. Comment faire taire ce bruit qui rend sourd. C'est le bordel de ta voix en silence. Et ta tête qui frappe comme un tambour. Les journées qui se changent en nuit blanche. Hey. D'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie. T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour la vie. Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à court d'abri, on aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute des histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi. T'as plus de vie qu'un chat, la plupart des gens l'ignorent. Faut-il en payer le prix fort? Pour toi, j'irai briser la chaîne du franc en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Hey. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense, mais comment faire taire ce bruit qui rend sourd? Quand c'est le bordel que t'aboies en silence, y'a ta tête qui frappe comme un tambour, mes journées qui se changent en nuit blanche. Hey, hey, hey. Ensemble on aboie en silence, ouais. On aboie en silence, ouais. On aboie en silence.
Merci les gars. Merci au festival.